Le texte narratif a pour intention de relater un ou des événements, des faits vécus, réels ou imaginaires. Ces caractéristiques sont les suivantes. Les caractéristiques lexicales. On a la présence de champs lexicaux qui sont liés au thème dominant. Par exemple, celui de la forge dans L'Enfant noir de Kamaralai. Présence également de champs sémantiques, ceux des mots clés avec leurs connotations positives et négatives. Présence de verbes d'action. Alors, si dans le descriptif, ce sont les verbes d'état qui prédominent, il en est autrement dans le texte narratif où on a plutôt la prédominance de verbes d'action. Le narratif étant le terme d'événements, de faits, il est naturel que les verbes y soient prédominants, les verbes d'action y soient prédominants. Présence d'indices de temps et de lieu, surtout les indices temporels pour situer l'action et les événements dans la durée. Présence de passé simple, temps de la narration historique, il raconte des actions brèves se succédant rapidement dans le temps. En association avec l'imparfait, qui est le temps de la durée, cet imparfait décrit la trame sur laquelle va se déchirer l'événement principal au passé simple. Présent de narration, il nous permet de vivre un fait passé comme s'il se passait sous nos yeux. Le plus que parfait, comme les autres temps composés, raconte une action passée antérieurement à un autre temps déjà passé. La chronologie des événements. Nous sommes maintenant dans les caractéristiques d'organisation. Le texte narratif peut se structurer suivant la chronologie des événements. On veut la renvoyer au schéma narratif qui est caractérisé donc par la succession d'étapes bien définies, la situation initiale à la situation finale, en passant par l'élément modificateur, la dynamique de l'action et la résolution. La progression à thème constant, c'est la progression la plus prégnante dans le texte narratif, dans la mesure où elle met en évidence le sujet de l'action. Le schéma actantiel. Le mot actantiel vient de la notion d'actant, qui est légèrement différente de celle de personnage, dans la mesure où elle renvoie à tout élément, objet, personnage, etc., qui prendrait part à l'action, qui a un rôle dans le récit. Alors, le schéma actantiel se décline en 3 couples. Le couple sujet-objet. Deuxième couple, le destinataire versus destinataire. Et le troisième couple, adjuvant contre opposant. Alors, nous allons reprendre ces 3 couples. Le sujet opposé à l'objet. Disons que le sujet, c'est en général le héros, qui est à la quête, au début de l'action, qui est à la quête d'un objet. L'objet, c'est un bien. Ça peut être donc dans la quête amoureuse, ça peut être une fille qu'on aime, ou bien tout simplement un bien d'une façon générale, une valeur. Donc, au départ, il y a un manque chez le sujet qui se traduit par le désir de l'objet à la quête duquel il va se mettre.
Et en général, à la fin, le sujet parvient à sa fin. Le destinataire maintenant, à la fin de la quête, c'est en général lui qui va donner la récompense. L'objet va remettre l'objet en guise de récompense au sujet. Mais au départ de l'action, c'est lui qui va être à l'initiative même de la quête, dans la mesure où toute action, surtout dans le conte traditionnel populaire, commence par un contrat, par un pacte proposé par le destinataire au sujet. En général, le pacte prend cette forme. Le pays est en danger, soit qu'il est envahi par l'ennemi, soit une bête fauve, un lion fait des ravages dans le village parmi les troupeaux et parmi les hommes. Alors le destinataire, qui est en général le roi, propose un pacte. Tout celui qui débarrassera le pays du danger, soit l'ennemi, soit la bête féroce, le lion, aura en guise de récompense la main de ma fille et ou mon trône. Le sujet accepte de relever le défi et donc signe un pacte, un contrat avec conclut un pacte, un contrat avec le destinataire. Et à la fin, donc de ce destinataire-là, une fois qu'il aura accompli l'exploit, qui va donc, dans une apothéose finale, lui remettre sa récompense. Alors le destinataire, c'est dans la quête amoureuse en général le sujet lui-même, mais s'il y a un bien, un autre bien, une valeur, la nation est débarrassée du mal, c'est toute la nation, c'est tout le peuple qui va également, avec les sujets, être bénéficiaire de ce bien, de cette valeur. Autre couple, adjuvant, opposant. Dans sa quête, le sujet bénéficie parfois d'une aide. Alors, c'est l'adjuvant. L'adjuvant, c'est tout ce qui concourt à faciliter, tout ce qui aide le sujet à accomplir son action. Et l'opposant, bien entendu, c'est tout obstacle qui va se dresser sur son chemin. Vous voyez la forme même de ce dernier couple-là se termine en. Cette forme-là rappelle celle du participe présent. Et cette formation de deux mots n'est pas neutre. Selon Grémas, qui est à l'origine de ce schéma arc-en-ciel, en leur donnant cette forme qui rappelle le participe présent, il veut signifier par là que ces deux acteurs-là ne sont pas des véritables acteurs. Ce sont de simples participants à l'action. Ils sont secondaires. C'est de simples participants à l'action. Maintenant, pour illustrer ça, quand le héros est poursuivi par l'ennemi, par exemple, arrive sur la rive d'un fleuve et qu'il ne peut traverser, le fleuve va se présenter comme un opposant. Si, par contre, il trouve sur la rive du fleuve, il trouve une pirogue, une pagaie, il sait pagayer, la pirogue est déjà un adjuvant. Si en plus de cela, il trouve un piroguier qui accepte de le conduire, de le faire passer la rivière, c'est encore un autre adjuvant.
Et donc, la notion d'actant est légèrement différente de celle de l'opposant, de personnage.